Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui on se retrouve après de longues semaines, voire de longs mois, pour un update lecture. Donc vous avez pu apercevoir juste avant les 5 livres dont on va parler aujourd'hui. Je vous retrouve aujourd'hui non pas avec un thé, mais avec un petit café pour changer. Et donc c'est parti pour la première lecture. Alors le premier livre dont je voulais vous parler, c'est Tant que le café est encore chaud. Donc c'est un livre que j'avais beaucoup vu passer quand il était traduit en anglais et donc j'avais prévu de lire en anglais. J'ai découvert l'année dernière qu'il avait été enfin traduit et donc je me suis empressée de l'acheter en librairie et de le lire immédiatement dans la foulée. Alors tant que le café est encore chaud, vous êtes à Tokyo et vous êtes dans un café qui est particulier puisque selon la rumeur, il possède un certain café qui vous permet de retourner dans le passé. Mais il y a énormément de conditions à respecter, ce qui fait que beaucoup de gens sont venus les premiers temps pour justement avoir l'opportunité de retourner dans le passé, mais en découvrant la liste des conditions, finalement rebrousser chemin parce que ça ne valait plus le coup, parce qu'effectivement, retourner dans le passé grâce à ce café ne vous permettra pas de changer le présent. Vous devez absolument revenir dans le présent avant que votre café soit froid, ainsi que de nombreuses autres conditions qui fait que vous vous demandez à la fin si ça vaut vraiment le coup en fait de retourner dans le passé. Donc vous allez suivre ici 4 femmes qui vont quand même boire ce café pour retourner dans le passé, chacune pour des raisons totalement différentes. C'est un espèce de huis clos puisque tout se passe dans ce café. Finalement, ça pourrait être même une pièce de théâtre puisque vous voyez, je pense, pas un peu l'extérieur ou sinon c'est dans les souvenirs des personnes. Et donc j'ai trouvé que l'histoire était plutôt originale et c'était plutôt intéressant de voir les raisons qui poussaient ces femmes en fait à retourner dans le passé malgré toutes les conditions. Mais hormis ça, en fait, j'étais un petit peu déçue parce que quand j'ai vu en fait l'engouement qu'il y avait derrière et qu'on parlait à nouveau de littérature japonaise, je m'attendais vraiment à quelque chose de très poétique et qu'il y ait énormément dans l'écriture, ce que je n'ai pas malheureusement retrouvé. Donc je ne sais pas si c'est dû à la traduction ou en fait juste l'écriture de départ, mais si vous êtes habitué à la littérature japonaise et que vous l'aimez énormément pour l'écriture plus que pour l'histoire, vous n'allez pas retrouver ça dans ce livre. Et j'étais vraiment déçue parce qu'il y a certaines phrases, certaines tournures qui sont assez simples, assez basiques et j'ai trouvé qu'il manquait justement quelque chose derrière. Donc ce livre, on va plutôt dire que c'est un livre que vous lisez pour l'histoire, pour ce côté un petit peu fantastique, etc. mais pas du tout pour l'écriture. Donc là-dessus, j'ai été un peu déçue parce que je pensais vraiment que c'était quelque chose auquel il fallait pas passer à côté, que c'était vraiment des histoires à découvrir. Et au final, je trouve que si vous ne lisez pas, vous ne passez pas à côté de quelque chose. Les personnages sont touchants puisqu'il y a une raison pour laquelle ces femmes vont vouloir retourner dans le passé et c'est mûrement réfléchi parce que comme je vous le dis, les conditions sont tellement strictes qu'il faut vraiment être sûr de vous de vouloir retourner dans le passé. Donc il y a vraiment des histoires qui vont toucher plus que d'autres puisque pour le coup c'est assez varié, on n'a pas 2 fois la même histoire. Vous allez apprendre l'histoire d'une autre femme qui elle restera de manière éternelle dans ce café. Donc là-dessus, effectivement, ça peut vous toucher au niveau de leur histoire, mais moi j'ai trouvé qu'il manquait énormément au niveau de l'écriture. Après, c'est un livre qui se lit vite, ça change un petit peu. Je pense qu'aussi on m'aurait donné ce livre sans me dire en fait que l'auteur ou l'autrice, et j'avoue que je ne me suis pas renseignée, était japonais ou alors que ça se passait au Japon, je m'en serais pas rendu compte. J'ai trouvé, je sais pas pourquoi, mais peut-être qu'en fait c'est cliché, je m'attendais peut-être à des clichés qui fait que je ressentais que j'étais au Japon. Là pas du tout au niveau du décor, peut-être aussi parce que du café et pas du thé, encore une fois un gros cliché. Mais il m'a manqué en fait ce côté Japon. Donc si vous l'avez lu, dites-moi vous en fait si vous avez eu ça, mais en fait quand j'ai fini ce livre aurait pu se passer par exemple en Europe, j'aurais pas vu la différence. Et donc en fait c'est dommage puisque c'est pour ça que je suis allée vers ce livre, pour le Japon, pour la littérature japonaise et c'est ce qui m'a manqué. Donc je vous conseille ce livre pour l'histoire, mais attention, je trouve que de mon côté il y a eu tout un énorme succès derrière, sans doute pour l'histoire ou peut-être pour l'écriture, mais malheureusement on a une mauvaise traduction. Mais baissez peut-être vos exigences parce que je m'attendais vraiment à un gros coup de cœur et en fait finalement j'ai trouvé ça un petit peu quelconque. Donc peut-être que si vous le lisez en sachant que vous ne vous attendez pas à un coup de cœur, peut-être que vous l'apprécierez d'autant plus.
Alors ensuite, j'ai lu La vérité sur la lumière, donc qui est le dernier roman de cette autrice. Donc il est sorti aussi en 2021. Et alors là, on est sur complètement autre chose, puisque comme je vous le disais, j'attendais en fait beaucoup sur l'écriture pour le livre précédent. Avec cette autrice-là, en fait, je me moque de ce qu'elle peut raconter. C'est tellement bien écrit que en fait, c'est pour ça que j'adore tous ces livres. À chaque fois, l'écriture passait par-dessus l'histoire. Donc c'est pour ça que j'ai pris ce livre-là euh, plus parce que c'était son dernier livre plutôt que pour l'histoire. Et je trouve qu'en plus, si vous lisez la quatrième de couverture, c'est pas vraiment en fait ce qui se passe dans le livre, ou en tout cas il y a des points qui sont mis en avant qui sont finalement très très petits dans ce livre, qui sont pas du tout quelque chose d'important, je trouve. Donc ici pour ce livre-là, vous n'êtes pas sur un livre en fait où il va se passer quelque chose, vous n'êtes pas sur un roman où vous allez suivre la vie d'un personnage, vous êtes essentiellement sur des pensées, des ressentis et des recherches d'un personnage. Donc c'est très important à savoir, parce qu'en fait si vous vous lancez dedans pour savoir l'histoire de Dija, je ne sais pas si on le prononce comme ça, c'est pas vraiment totalement ça. C'est-à-dire que vous n'aurez pas ce quotidien, ces journées, ce qu'elle fait de ses journées en fait dans ce roman. Donc on vous présente ce livre en vous disant que vous allez suivre du coup Dija, qui est sage-femme, et donc on vous parle donc justement qu'il y a beaucoup de sages-femmes dans sa famille, et on vous parle donc un ouragan se prépare, elle va mettre au monde son 1922e bébé. Et là, on va vous parler de sa tante FIFA, et on va vous parler aussi d'un touriste australien. Je trouve que les points mis en avant ne sont pas forcément les points les plus importants. Alors, effectivement, vous allez être avec Dija la plupart du temps, ça c'est sûr et certain. Donc vous allez la suivre elle. Donc en fait, comme on vous a dit, elle est sage-femme, et sa grande tante, donc la sœur de sa mère, l'était également. Elles étaient très très proches. Quand elle a décidé de changer ses études pour devenir sage-femme, elle s'est bien entendu tournée vers sa grande tante qui lui a donné beaucoup de conseils. Elle a fini par habiter chez sa grande tante. Et donc on sait dès le départ que sa grande-tante est décédée, et donc elle va hériter notamment de l'appartement dans lequel elle vivait, et ça va lui permettre en fait de faire un tour dans l'appartement, de regarder à nouveau tous ses écrits, puisque sa grande-tante qui n'a pas eu d'enfant a consacré sa vie à son métier, mais aussi à énormément de recherches. Elle va également relire ses correspondances pour en fait un peu comprendre et découvrir l'autre FIFA en fait, pas uniquement sa grande tante. Donc effectivement au début vous allez avoir en fait ce quotidien en tant que sage-femme, mais petit à petit vous allez voir au fur et à mesure du livre, ça va plutôt être des réflexions. Vous allez retourner dans son passé, et surtout en fait sur les écrits de sa tante. Donc sa tante était bien entendu passionnée par son travail, elle avait fait des recherches sur le métier de sage-femme, mais comme il se pratiquait dans le passé, c'est-à-dire que les femmes pouvaient parcourir des kilomètres pour assister justement à des femmes qui devaient accoucher. Donc elle a fait beaucoup de kilomètres pour interroger ces anciennes sages-femmes, mais elle a également fait beaucoup de recherches, et elle a écrit de plusieurs ouvrages au niveau de ses réflexions, que ce soit sur l'humain, sur l'environnement, sur l'espèce animale, sur l'évolution. Et donc vous avez en fait des passages entiers dessus. Vous avez également en fait Dija qui elle va vouloir reprendre un petit peu possession de cet appartement qui est resté dans le style de sa grande tante. Donc comment elle se le réapproprie, et comment en fait elle va laisser petit à petit aussi les choses se débarrasser de certaines choses. Donc on est plutôt sur les sentiments, sur l'histoire de sa grande-tante, et elle en fait comment elle arrive à se placer par rapport à tout ça, plus sur l'histoire d'un personnage. En tout cas c'est un livre qui ne se lit pas par bribes comme ça, quand vous avez 5 minutes par-ci par-là, parce que je pense que vous pouvez vite perdre le fil de votre lecture, ne pas comprendre, parce qu'il y a des moments en fait où c'est les récits de sa grande-tante où elle part vraiment dans ses réflexions, et il faut tenir un peu le coup. Donc c'est un livre en fait qu'il faut lire quand vous avez du temps devant vous et que vous pouvez vous poser, et non pas en fait un livre que vous prenez, que vous laissez, que vous mettez 3 semaines à lire en fait. Je pense que c'est mieux d'essayer de lire sur des grandes sessions, ou au moins de vous arrêter à chaque fois à des fins de parties ou de chapitres, pour vraiment en fait comprendre tout ce qu'on va vous
présentée dans ce livre. Si vous ne connaissez pas cette autrice, je ne vous conseille pas du coup de commencer par celui-ci parce qu'il peut sembler difficile en fait à appréhender et ne pas comprendre en fait là où l'autrice a voulu vous emmener. Donc je vous conseille bien entendu les autres, mais par exemple si vous avez lu Mrs. Land, on est complètement sur autre chose. Ou Mrs. Land, là vous étiez vraiment avec cette jeune adulte et vous étiez dans son quotidien, dans sa vie de tous les jours. Là ce n'est pas le cas. Donc en fait c'est vraiment un livre qui va vous poser beaucoup de questions, qui va vous faire réfléchir. Et j'ai trouvé qu'en fait c'était le genre de lecture qui changeait mais qui était aussi intéressante à faire et qui pouvait en fait entre deux lectures où vous suivez de la non-fiction ou de la fiction, mais c'est-à-dire que vous êtes focalisé sur un personnage et son histoire, plutôt une lecture de réflexion, ça pouvait aussi changer et vous apporter quelque chose et surtout vous poser des questions. Mais ça c'est toujours le mieux quand une lecture peut vous amener vous à réfléchir de votre côté sur ces sujets-là. Donc je vous conseille cette autrice, mais ça je vous le conseillerai toujours. Ce livre est assez court, donc il se lit plutôt vite, fait 220 pages. Donc si vous avez en fait des grandes sessions de lecture devant vous, il se lira quand même assez vite, mais évitez de trop entrecouper votre lecture. Et j'ai hâte de voir votre ressenti par rapport à ça. C'est un livre qui est très difficile à synthétiser, c'est peut-être aussi pour ça que la quatrième de couverture est comme ça, parce qu'au final, comment résumer et parler de récits, de recherche et de réflexion de deux personnages. Mais vous avez très peu de personnages dans ce livre-là et vous êtes essentiellement avec ces deux femmes-là qui correspondent à deux générations différentes mais qui partagent déjà la même famille et le même métier. Donc voilà pour celui-ci. Ensuite le troisième roman dont je vais vous parler que je n'ai plus avec moi, c'est Les Enfants sont rois de Delphine de Vigan, donc qui est sorti l'année dernière aussi, non? Ou en 2020. Et alors du coup c'est très paradoxal de vous parler de ce livre ici, puisque on va parler des réseaux sociaux, de YouTube, etc. Donc dans ce livre-là, vous allez suivre principalement deux jeunes femmes, Mélanie et Clara, et ces deux femmes ont été adolescentes dans les années 2000 au moment où la télé-réalité est apparue. C'est important de les replacer au niveau de cette chronologie-là. Donc l'histoire va commencer avec justement la première télé-réalité qui est apparue et en fait on voit les deux personnages, où elles étaient à ce moment-là et comment elles ont vécu ça. Donc elles ont toutes les deux types de familles différentes et elles ont toutes les deux eu deux éducations différentes. Et le point est bien marqué à ce niveau-là. On voit bien que ces deux personnes viennent de deux environnements complètement différents. Et ça a son importance ensuite. Vous les retrouvez une fois jeune adulte, on va plutôt dire jeune adulte. Mélanie, elle, va essayer de participer à une émission de télé-réalité, elle est complètement fascinée par ça. Bon, ça va pas être un grand succès, voire même un échec, et elle va passer à autre chose, voyant bien qu'elle ne correspond pas aux critères physiques et au niveau de la personnalité pour percer dans la télé-réalité. Et en fait, Clara, elle, va décider de passer les concours pour devenir agent de police. Contre toute attente, ses parents sont assez surpris de ce choix-là, mais elle sent qu'elle est appelée par ce métier-là et donc du coup, elle va choisir cette voie-là. Vous allez ensuite les retrouver adultes, puisque leur destin va être lié, elles vont se rencontrer. Mélanie, elle, s'est mariée, a eu 2 enfants, elle ne travaillait pas et donc sa principale activité est devenue petit à petit celle des réseaux sociaux. Elle a créé une chaîne YouTube par rapport à sa famille, donc où elle filme ses enfants, elle fait des vidéos avec ses enfants, puis un compte Instagram où elle fait des stories de manière quotidienne à propos de ses enfants. Et donc en fait elle a monté tout un business par rapport à ça. Et donc en fait son quotidien c'est de filmer ses enfants. Ces enfants n'ont pas forcément choisi cette vie-là, ils ont 6 et 8 ans à ce moment-là. Et donc en fait on va la suivre dans son quotidien qui est uniquement tourné vers les réseaux sociaux. Leurs destins, comme je disais, vont se croiser puisqu'en fait la petite fille de Mélanie va disparaître. Les enfants jouaient dehors, puis en fait la petite fille va disparaître. Et donc là va commencer une enquête de police. Et donc je m'attendais pas du tout à ce que le livre soit comme une enquête de police, mais en fait j'ai vraiment bien aimé parce que ça vous donne envie de continuer. C'est présenté de manière à ce que vraiment vous tourniez les pages hyper rapidement.
vous avez en fait les rapports de police, vous avez des moments où vous êtes du côté de la famille en fait dont la petite a disparu, et donc là c'est plutôt en mode roman, et c'était vraiment une très bonne lecture, tant sur l'enquête que sur en fait les deux personnages. Delphine de Vigan, c'est déjà une autrice que j'aimais beaucoup, donc au niveau de l'écriture, j'ai été conquise, mais ça, c'est pas depuis... j'ai pas attendu ce livre-là pour l'être. Je vous conseille vraiment, en fait, ça pose énormément plein de questions, alors sur les réseaux sociaux, mais c'est surtout en fait sur le fait de montrer ces enfants qui n'ont pas choisi, qui ont pourtant un droit à l'image, les dérives en fait quand il y a de l'argent derrière, le rythme qu'on donne aux enfants, le fait qu'ils n'ont pas le choix et qu'ils sont exposés comme ça à des milliers voire des millions de vues alors que finalement ils n'ont rien demandé, le fait qu'il n'ait plus de temps pour eux, le fait que chaque moment soit un justificatif pour faire une story, etc. C'est extrêmement triste pour eux. Vous allez voir que quand en fait la police relate les stories, les vidéos, c'est des choses que vous avez déjà vues. C'est extrêmement vrai, c'est vraiment les stories comme elles sont décrites, on en voit tous les jours comme ça. C'est forcément beaucoup plus facile pour moi de critiquer, de juger et de porter un regard extrêmement sévère étant donné que je n'ai pas d'enfant. Donc forcément je suis extrêmement sévère là-dessus puisque je n'ai pas cette problématique au quotidien de dire à quel moment ces photos sont pour ma famille et puis pour le reste des gens, et à quel moment en fait je vais au-delà du droit à l'image de l'enfant. Mais ça pose effectivement énormément de questions. On peut forcément que désapprouver en fait la vie qu'elle a choisie pour ses enfants, le rythme qu'elle impose, etc. Il y a forcément ce paradoxe entre le fait, oui mais ils sont heureux, ils reçoivent énormément de cadeaux, les gens les aiment, ils reçoivent énormément de messages d'amour, et le fait que eux au contraire en fait leur vie elle est uniquement tournée vers ce qui sera donné au public. Et à un moment ils le disent, en fait ils n'ont pas le temps de s'ennuyer. Un enfant qui n'a pas le temps de s'ennuyer, c'est qu'il y a un problème. Et en plus la fin, la manière dont tout ça va tourner, en fait j'ai trouvé ça extrêmement bien en fait de choisir ce genre de fin, de choisir ce genre de message. C'est un livre qui est quand même assez difficile par certains aspects, notamment par rapport à la psychologie de Clara qui elle est dans la police depuis de nombreuses années avec tout ce qu'elle voit au quotidien. Donc là on a effectivement la difficulté du métier, le fait de se sentir complètement impuissant, l'incompréhension des gens qui sont en face qui se rendent pas compte en fait qu'il y a peut-être eu une responsabilité derrière, et vous avez le côté de l'autre famille qui ne voit pas ce qu'ils ont pourtant sous les yeux. Je vous conseille énormément, même si moi aussi j'ai une chaîne YouTube et je suis sur les réseaux sociaux. Là c'est vraiment pour le côté de l'enfant, et surtout après vous allez avoir un saut dans le futur, et en fait que vont devenir ces enfants qui sont surmédiatisés aujourd'hui. Nous on connaît en fait les gens qui ont fait de la télé-réalité au début des années 2000, ce qu'ils sont maintenant et les dérives qu'il peut y avoir. Je pense que les enfants qui eux sont sur des chaînes YouTube, sur des stories, on va peut-être voir les séquelles dans quelques années seulement. Je suis pas sûre qu'il y ait aujourd'hui des jeunes adultes qui ont été filmés depuis qu'ils sont petits. Après je peux peut-être me tromper, mais je pense que c'est quelque chose qui va arriver. Enfin ce qu'on voit à la fin du livre, c'est quelque chose qui va arriver puisque forcément il y aura des séquelles là-dessus. Mais pour l'autrice, pour l'écriture, pour le sujet abordé, pour tout ce que ça soulève, je vous conseille bien entendu si vous ne l'avez pas déjà lu. Donc ça c'était pour la partie roman. Maintenant on va partir sur les jeunesses. Donc j'ai lu pour ma culture personnelle Le Magicien d'Oz, donc c'est aux éditions Flammarion mais c'est illustré par les studios Minalima. Alors bien entendu les illustrations font énormément, c'est vraiment un livre qui est très beau. Les illustrations permettent une lecture vraiment active, vous avez pas mal de choses à tourner, à tirer, vous avez même les lunettes vertes pour lire les passages. Quand vous êtes dans la cité émeraude, tout est fait pour que vraiment vous soyez encore plus plongé dans le récit. Donc là-dessus, effectivement, l'illustration fait beaucoup, et j'imagine que quand on est un jeune lecteur, ça aide énormément. Ça m'a aidé moi aussi, puisqu'en fait, au tout début, il y a une carte dépliable avec les différents mondes. Ça m'a beaucoup aidé. Enfin, j'ai pas eu besoin en fait de m'imaginer dans quelle direction ils allaient et quel monde ils allaient retrouver, puisqu'en fait, j'avais directement la carte. Donc là-dessus, je peux que apprécier le travail de Minalima là-dessus. C'était vraiment un plaisir visuel.
Au niveau de l'histoire, donc moi je n'avais jamais lu l'histoire du magicien d'Oz, je n'avais jamais vu aucune adaptation ou quoi que ce soit, donc c'est une totale découverte. Je pense que j'ai loupé le coche, c'est-à-dire que je l'aurais bien entendu sans doute apprécié enfant ou même adolescent. Là effectivement, bon, c'est pas mal pour ma culture personnelle, j'ai pas forcément été un plus touchée ou quoi que ce soit par cette histoire. Ce que j'ai bien aimé, c'est que Dorothée n'est pas du tout une enfant qui nous énerve, insupportable. Limite, c'est tout l'inverse, elle dit rien, elle continue son chemin, elle se plaint jamais. Donc c'est très appréciable parce que, par exemple, j'adore Alice au Pays des Merveilles. Quand vous lisez Alice au Pays des Merveilles, elle vous énerve, enfin, Alice, elle est insupportable. Et là, Dorothée, pas du tout. C'est une histoire pour enfants. J'ai pas été plus que ça touchée par cette histoire. J'ai pas été plus que ça touchée par des messages, même s'il y en avait. Le magicien d'Oz, peut-être que j'ai déjà entendu parler de ça, mais c'est un schéma qui a été beaucoup repris. Le secret du magicien d'Oz, finalement, j'avais un pressentiment sur son histoire, et peut-être parce que ça a été énormément repris. Voilà, au moins pour ma culture personnelle, je saurais maintenant l'histoire du magicien d'Oz, mais je trouve pas que c'est une histoire, en tout cas pour moi, qui se relie adulte et qu'on apprécie encore plus. Forcément, j'ai trouvé que plein de choses étaient faites de manière beaucoup trop rapide. Moi qui adore les sorcières, c'était réglé en 2 temps 3 mouvements. Mais voilà, c'était bien pour moi de lire cette histoire et de la connaître. Peut-être que je regarderai une adaptation parce que c'est vrai que c'était surtout connu par rapport aux adaptations. Donc peut-être qu'il y a ce côté-là à connaître également. Mais en tout cas, si jamais vous voulez le faire découvrir avec cette édition-là, c'est vraiment un plus. On peut peut-être se poser la question de l'âge, puisqu'effectivement, cette édition permet de jouer avec énormément de choses, mais fait aussi que c'est un beau livre et qu'on a peur de déchirer ou quoi que ce soit des choses. Donc ça reste comme une édition fragile, donc peut-être trouver l'âge idéal pour le faire découvrir, mais je pense qu'avec cette édition-là, vous aurez de quoi plonger dans la lecture, ça sera parfait. Ensuite, le dernier livre dont je voulais vous parler, qui est aussi un livre jeunesse, donc c'est The Christmas Pig, donc je l'ai lu en anglais parce que un livre jeunesse, c'était Rowling, donc voilà, totalement abordable. Et donc vraiment, je le répète encore une fois, si vous voulez vous mettre à lire des livres en anglais, lisez des livres jeunesse comme ça, les phrases sont très simples, c'est parfait. Et donc là, c'est le dernier qu'elle a sorti, donc c'était traduit tel quel, Le cochon de Noël. Et donc j'ai trouvé cette histoire très touchante. Là, pour le coup, il y a énormément de messages, énormément de métaphores, énormément d'allégories. Vous le lisez adulte, il y a énormément de choses qui font écho. Vous pouvez pas passer à côté, donc c'est-à-dire que si vous le lisez à un enfant, même vous allez percevoir en fait le message caché derrière pas mal d'éléments. Donc en fait, vous allez suivre dans cette histoire Jack, qui est un petit garçon, et donc son doudou, qui ici est traduit Dirty Pig, donc je sais pas comment ils l'ont traduit en français, donc qui est un petit cochon, donc ce n'est pas lui en fait, mais voilà, c'est censé être lui, mais en doudou qui a vécu. Donc voilà, il a pu, les yeux ont été remplacés, il a pu cette jolie couleur rose, les oreilles sont bien abîmées, voilà, il est abîmé, donc voilà, cette version-là, mais après quelques années. Donc en fait, Jack, vous le suivez quand il est vraiment petit, et donc c'est son doudou préféré. Vous savez, les doudous qu'ils refusent qu'on lave, les doudous qu'ils amènent partout, c'est vraiment son extension de bras, ce doudou. Donc vous allez le suivre sur plusieurs années, donc il va notamment vivre le divorce de ses parents, et donc voilà, on voit à quel point ce doudou est important pour lui dans ces moments-là. Et puis les années passent, sa maman, donc il vit essentiellement avec sa maman puisque son papa est beaucoup en déplacement pour son travail, va se trouver du coup un nouvel amoureux qui a lui-même une fille qui est plus âgée. Et puis après quelques temps, ils vont décider que tout le monde habite ensemble et il va devoir cohabiter avec cette jeune fille qu'il avait rencontrée à l'école et qui était vraiment très gentil avec lui, très attentionné, etc. Donc il était vraiment... qui pouvait promettre que des moments de complicité. Cette jeune fille a grandi, est pré-ado maintenant, et on n'est plus du tout sur le même caractère, sur les mêmes relations, et en fait au contraire on est plutôt sur
une relation conflictuelle entre les deux et ça va de pire en pire. Jusqu'au jour où les parents travaillant tous les deux, c'est les grands-parents de Jack qui les gardent et suite à une dispute, Holly, donc cette fameuse jeune préado, par rage, va prendre le doudou de Jack et le jeter par la fenêtre alors qu'ils étaient sur l'autoroute en voiture. Malheureusement, le doudou va donc être perdu et Jack est vraiment inconsolable. Même s'il n'a plus vraiment l'âge d'être tout le temps avec un doudou, c'était les vacances, c'était Noël. La veille de Noël, sa maman n'était pas là, il avait besoin de son doudou. Et donc il est inconsolable alors que même que normalement, bon, c'est juste un doudou qui était en plus sale, qui sentait pas très bon, mais voilà, c'était son doudou. Pour se faire pardonner, quelques heures plus tard, Holly va revenir du coup avec exactement le même doudou, mais cette fois tout neuf, pour l'offrir à Jack, sauf que bah non, c'est plus le même, il ressemble plus à la même, il ressemble plus du tout au même doudou, il a plus la même odeur, enfin c'est pas lui quoi, il a pas vécu les mêmes choses que son autre doudou qui lui l'a accompagné pendant toutes ces années, qui connaît toute son histoire, tous ses sentiments. Et donc nous sommes, comme je l'ai dit, à la veille de Noël. Jack va s'endormir, toujours énervé, sans sortir de sa chambre. Et là va se passer quelque chose, la magie de la veille de Noël, puisqu'en fait tous ces objets de sa chambre vont se réveiller. Et donc il va entamer une conversation avec ce nouveau cochon doudou. Et en fait, ce cochon va lui proposer d'aller dans le monde des objets perdus pour retrouver en fait son doudou préféré. Et donc là va commencer en fait toute une histoire fantastique, un peu à la Toy Story, où les deux vont partir à l'aventure pour retrouver ce doudou. Contrairement à Toy Story, ici c'est pas que les jouets, c'est vraiment tous les objets. Donc quand ils vont aller dans le monde des objets perdus, vous avez de tout. Et c'est là que je vous dis que vraiment tout a une signification, un message caché ou représente quelque chose dans notre monde à nous. Et c'est ça que j'ai vraiment beaucoup aimé. Par exemple, vous avez différents pays et c'est pas en fonction de votre richesse, en fait, c'est en fonction... la richesse en fait se mesure par rapport à l'attachement que l'humain a à vous. Donc vous pouvez avoir des choses de très grande valeur mais tout le monde s'en moque, du coup vous êtes dans le pays des objets sans grande valeur et au contraire en fait un objet qui peut sembler complètement sans valeur matérielle finalement est dans un autre monde. Le monde en fait on va dire le plus luxueux parce qu'en fait l'humain est très attaché à cet objet et donc en fait dans ce monde là vous avez des espèces de puits au plafond de lumière et en fait à partir du moment où un humain va vous retrouver vous allez monter pour retrouver l'humain. Mais il y a des mondes en fait où ce n'est plus le cas puisqu'on sait que par rapport au temps passé etc votre humain ne vous retrouvera plus jamais ou par rapport au lieu où vous avez été perdu. Et donc en fait Jack et ce nouveau doudou vont parcourir les différents pays, on va dire les différents mondes de ce monde là pour essayer de retrouver ce fameux doudou. Donc c'est vraiment une aventure puisqu'en fait ils vont se cacher puisqu'en fait c'est pas vous qui décidez dans quel monde vous allez, vous pouvez pas vous balader comme ça, en fait il y a une liste, tout est lié en fait à ce qui se passe dans la réalité donc vous pouvez pas dire comme quoi vous devez aller dans ce monde-là, ce n'est pas vous qui choisissez donc c'est un peu une course-poursuite puisque finalement les alarmes vont être déclenchées puisqu'ils n'ont pas à être là où ils sont, enfin toute une aventure et j'ai trouvé ça vraiment une histoire vraiment très chouette à lire à des enfants ou à lire avec des enfants. Alors je l'ai lu en anglais, ce qui m'a rajouté un peu plus de difficulté parce que je pense que je l'aurais lu en français, ça m'aurait semblé peut-être très simpliste, même si j'ai trouvé que l'histoire était pas si niaise que ça. Donc voilà, si vous le voulez lire juste en tant qu'adulte, à ce moment-là, lisez-le en anglais, ça vous rajoutera un petit challenge pour cette lecture. Mais j'ai trouvé les messages vraiment très chouettes. Et du coup, ça fait le même effet que quand vous regardez Toy Story. Après, vous regardez tous vos objets d'une autre façon. Et surtout, les objets que vous avez perdus, vous repensez à ça, vous demandez en fait dans quel monde ils sont aujourd'hui. Donc, j'ai trouvé vraiment l'histoire et les messages vraiment très beaux. Le fait de lire en tant qu'adulte fait que j'ai compris un peu en avance ce qu'allait faire un personnage. Il y a un personnage qui en fait avait déjà un plan tout calculé dans sa tête et c'est vrai que je l'ai compris avant que tout soit révélé parce qu'il y a des indices qui font que
peut-être qu'en tant qu'enfant ou jeune lecteur, on ne se rend pas compte de ça. Il y a bien entendu un méchant qui fait peur à tout le monde et il a effectivement aussi une histoire, ce méchant. Donc ça, j'aime bien aussi qu'on explique qu'un méchant n'est pas juste méchant parce qu'il doit avoir ce rôle, il a une histoire derrière. Et donc vraiment, je conseille de le faire lire à des enfants ou à le lire avec des enfants ou même juste pour vous, en anglais, petit challenge. Vous aurez juste quelques mots à chercher, mais je pense que vous apprécierez vraiment cette histoire. Donc voilà pour les 5 lectures dont je voulais vous parler. Ce n'est pas des lectures, je ne vous les ai pas présentées de manière chronologique en fait, vu que ça fait un moment que je ne vous ai pas fait de petites lectures, je pioche un peu. J'essaie d'en rassembler certaines, c'est plus facile pour moi. Donc j'espère que ça vous a plu, n'hésitez pas à me dire si vous en avez lu certains et si on partage les mêmes avis ou pas parce que ça m'intéresserait beaucoup. Et n'hésitez pas à me dire ce que vous avez lu également ces derniers temps. Je vous retrouve dans d'autres vidéos. À bientôt!